Voilà 19 ans que chaque lundi et jeudi soir, je prends le volant de mon vieux pick-up Chevrolet de 1962. J'emprunte la sinueuse route de montagne, je me gare sur la même aire de stationnement usée par le temps près de l'ancienne tour de guet, et je parcours le sentier familier d'un peu plus d'1 kilomètre pour laisser de la nourriture au pied du chêne creux massif qui se dresse à l'orée des bois profonds. Mon mari pense que je nourris les dindons sauvages qui arpentent ces collines. Mes voisins supposent que je suis une sorte d'amoureuse de la nature, un peu excentrique, avec trop de temps libre. La vérité est quelque chose de bien plus extraordinaire, quelque chose que la plupart des gens ne croiraient jamais, même si je le jurais sur une pile de Bibles. Je laisse de la nourriture pour la même créature depuis 1953. Un être qui n'existe que dans les légendes et les histoires de feux de camp, mais que je sais aussi réel que les montagnes anciennes qui entourent ma maison. Je m'appelle Eleanor Whitmore et j'ai 55 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler comme arpenteuse forestière dans ces montagnes des Appalaches, en Virginie occidentale, d'abord comme jeune assistante de terrain fraîchement sortie de l'université, puis comme arpenteuse principale, et maintenant, à ma semi-retraite, comme consultante pour le service des parcs de l'État. Ces forêts sont ancrées au plus profond de mon âme. Je suis né à la vue de ces crêtes. J'ai été élevé dans une cabane à moins de 8 kilomètres de l'endroit où je vis aujourd'hui, et je m'attends à mourir avec l'odeur du pin et de la pruche dans les narines. Mais ce n'est qu'à l'automne 1953 que j'ai vraiment compris que je n'étais pas seul dans ces vallons ancestraux, que quelque chose d'autre considérait ces montagnes brumeuses comme son foyer, quelque chose de remarquable et méritant d'être protégé, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Ce lundi soir d'octobre 1972 était frais et calme, avec les premières touches de couleurs automnales qui pointaient sur les plus hautes crêtes. Le genre de soirée qui vous incite à vous arrêter et à simplement respirer la beauté du monde. J'ai chargé le plateau de mon vieux camion avec les provisions habituelles. Un sac en toile contenant des poires fraîches de mon petit verger, du jambon fumé du cochon que nous avions abattu l'automne dernier, un grand pot de confiture de mûre que j'avais préparé en août, et une miche de pain de maïs fraîche que j'avais cuite le matin même. Des choses simples, d'humbles offrandes, mais dont je savais qu'elles seraient reçues avec gratitude. Le trajet sur la route de montagne a duré près d'une demi-heure, mon pick-up gémissant sur le gravier rugueux et les racines exposées qui tenaient lieu de route dans ces contrées. Je suis passé devant les ruines de l'ancienne exploitation de la Whitmore Coal Company, l'entreprise de mon grand-père, abandonnée depuis près de 15 ans, depuis que les filons s'étaient épuisés et que les plus grandes compagnies avaient déplacé leurs opérations plus au sud. Ici, les forêts pansaient lentement leurs plaies. De jeunes chênes, érables et tulipiers reconquéraient les flancs de collines balafrées qui avaient été mises à nu à l'époque de ma grand-mère. Je me suis garé à ma place habituelle, une petite clairière où se trouvait autrefois une ancienne piste de débardage, et j'ai mis mon sac sur l'épaule. L'air du soir sentait l'humus et la fumée de bois d'une cabane lointaine, et quelque part en bas dans le vallon, une chouette rayée commençait déjà ses appels nocturnes. J'avais parcouru ce sentier si souvent que je pouvais m'y orienter dans l'obscurité la plus totale, passer devant l'énorme rocher que nous appelions le rocher du prêcheur, descendre à travers le fourré de rhododendrons si dense qu'il cachait le ciel, traverser le petit ruisseau qui coulait, froid et clair, sur des pierres lisses, et enfin gravir la pente douce jusqu'à l'endroit où le chêne ancien se dressait comme une sentinelle à la lisière de la nature sauvage et profonde. Le chêne avait facilement 400 ans, peut-être plus. Son tronc était si massif que 3 adultes n'auraient pu joindre leurs mains autour. La foudre l'avait frappé dans un passé lointain, creusant son centre et créant un abri naturel parfait pour mes dessins. Protégé des pluies fréquentes de la montagne,
caché du randonneur occasionnel qui s'aventurait si loin des sentiers balisés et positionnés à l'extrême limite d'un territoire que j'avais fini par reconnaître comme le sien. J'ai déballé mes offrandes avec soin, les disposant dans l'espace creux comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Puis j'ai reculé, j'ai regardé la forêt familière qui s'assombrissait dans la lumière déclinante et j'ai laissé mon esprit revenir à la première fois où je suis venu en ce lieu. 19 ans et une autre vie plus tôt. Automne 1953. J'avais alors 36 ans, arpenteuse forestière principale, travaillant sur une section de forêt ancienne à environ 5 km de l'endroit où je me trouvais. C'était fin octobre et nous avions déjà eu notre première grosse gelée. Les feuilles tombaient rapidement, tapissant le sol de nuances d'or, de cramoisi et de brun, et l'air avait ce tranchant vif qui vous annonçait que l'hiver n'était pas loin. Je travaillais seul ce jour-là, effectuant un relevé de bois d'œuvre pour une proposition de coupe sélective. Mon travail consistait à marquer les arbres qui pouvaient être abattus sans nuire à la santé globale de la forêt, à cartographier le terrain et à noter tout élément qui devait être préservé. C'était un travail solitaire, un travail tranquille, et je le préférais ainsi. Il y avait quelque chose de pur à être seul dans la forêt, avec pour seule compagnie mes pensées et les bruits de la nature. Je venais de finir de mesurer et de marquer un groupe de grands chênes blancs quand je l'ai entendu. Un appel profond et retentissant qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, se répercutant sur les affleurements rocheux et filtrant à travers la canopée dense. Il ne ressemblait à aucun son d'animal que j'avais jamais rencontré durant toutes mes années dans ces montagnes. Pas un ours, pas un lynx, pas un wapiti. Il avait une qualité qui fit s'éveiller en moi quelque chose d'ancien et de primal, la reconnaissance de quelque chose de puissant et d'inconnu qui a entièrement court-circuité mon esprit rationnel pour parler directement à des instincts que j'ignorais posséder. Je suis resté parfaitement immobile, mon crayon figé au-dessus de mon carnet de relevés, à l'écoute. L'appel a retenti de nouveau, plus proche cette fois, venant de quelque part dans le dense fourré de lauriers à l'est. Mon premier réflexe a été de retourner vers la route, vers mon camion et la sécurité, mais quelque chose m'a retenu sur place. La curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus profond. J'avais passé toute ma vie d'adulte dans ces bois et je n'avais jamais rien entendu de tel. Si je partais maintenant, je savais que je me poserais des questions sur ce son pour le reste de mes jours. Je me suis déplacé silencieusement sur les feuilles mortes, marchant avec précaution pour minimiser les craquements, suivant les pistes de gibier quand je le pouvais et me frayant un chemin à travers la végétation épaisse quand il le fallait. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai trouvé des traces. Elles étaient profondément enfoncées dans la terre meuble, près d'une petite source, et leur forme m'a coupé le souffle. Des empreintes de pieds d'au moins 17 pouces de long, avec 5 orteils distincts, clairement visibles dans la boue. Elles étaient profondes, suggérant un poids considérable et très espacé, indiquant une foulée bien plus longue que celle de n'importe quel humain. J'ai suivi les traces pendant encore 15 minutes, mon cœur battant si fort dans mes oreilles que j'étais certaine que n'importe qui à 1 kilomètre à la ronde pouvait l'entendre. La piste m'a mené à une petite clairière sur un versant orienté au sud, abrité du vent par un affleurement rocheux. Et là, partiellement caché dans les ombres profondes sous une pruche massive, je l'ai vue pour la première fois. Elle était énorme. Je l'ai estimée à au moins 2,30 mètres, peut-être plus. Son corps était couvert d'un poil brun roux foncé, plus long et plus épais autour de ses épaules et sur le sommet de sa tête, où il formait presque une crinière sauvage. Elle me tournait partiellement le dos, accroupie à côté de ce que j'ai compris être un cerf récemment tué, une jeune biche probablement affaiblie par la maladie ou une blessure. Mais elle ne mangeait pas. Au lieu de cela, elle semblait examiner la carcasse avec soin, méthodiquement, d'une manière qui suggérait l'intelligence et l'intention. J'observais, retenant à peine ma respiration, craignant que le moindre mouvement n'alerte de ma présence. Ses mains, et c'étaient bien des mains malgré leur taille, se déplaçaient
avec une délicatesse surprenante, tandis qu'elle travaillait. Et puis elle a émis un son, une version plus basse et plus douce de l'appel que j'avais entendu auparavant. En quelques instants, deux silhouettes plus petites ont émergé de derrière l'affleurement rocheux. C'étaient des jeunes, ai-je réalisé, mesurant peut-être 1,20 m, se déplaçant avec l'énergie maladroite de la jeunesse, sa progéniture. Et soudain, toute la scène a pris un sens parfait. C'était une mère, apprenant à ses petits comment préparer la nourriture, comment survivre dans la nature. La femelle a émis un autre son et les jeunes se sont approchés de la carcasse de cerf. Elle les a guidés avec des gestes et des vocalisations, leur montrant quelque chose, peut-être quelle partie était comestible, peut-être comment dépecer efficacement l'animal. Je ne pouvais être certaine des détails, mais c'était clairement de l'instruction, clairement de l'enseignement. Ce n'était pas un simple comportement animal, c'était quelque chose de bien plus sophistiqué, de bien plus humain. J'ai dû faire un petit bruit, peut-être ma botte a-t-elle glissé sur une pierre. Peut-être ai-je simplement eu un hoquet sans m'en rendre compte, car soudain, la tête de la femelle adulte s'est tournée brusquement dans ma direction. Pendant un instant qui a semblé s'étirer en une éternité, nos regards se sont croisés à travers la clairière. Ses yeux étaient sombres, profondément intelligents, et remplis d'une conscience qui a provoqué un changement fondamental en moi. Elle n'a pas chargé, n'a pas rugi, ni montré d'agressivité. Au lieu de cela, elle a rassemblé ses jeunes avec un geste indubitablement protecteur et aimant. Et ils se sont déplacés rapidement mais calmement dans la forêt, disparaissant en quelques secondes, comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté là pendant très longtemps, après leur disparition, essayant d'assimiler ce dont j'avais été témoin, essayant de concilier les preuves de mes propres yeux avec tout ce qu'on m'avait appris sur ce qui était et n'était pas possible en ce monde. Ce soir-là, de retour dans ma petite cabane, je n'ai rien dit à mon mari Robert de ce que j'avais vu. Que pouvais-je dire? Que j'avais rencontré un Bigfoot, que j'avais observé une mère Bigfoot apprendre à ses enfants. Il aurait pensé que j'avais perdu la tête, ou que j'avais goûté à la gnôle qui coulait encore à flot dans ces collines, bien qu'elle soit techniquement illégale. Mais je ne pouvais cesser de penser à cette famille, car c'est exactement ce qu'ils étaient. Une famille, une mère avec ses enfants, luttant pour survivre et élever ses petits comme n'importe quelle mère humaine le ferait. Le lendemain matin, j'ai mis de la nourriture supplémentaire dans mon sac d'arpentage. Des restes de biscuits, quelques tranches de pommes séchées, un morceau de lard salé. Pendant ma pause déjeuner, je suis retourné à cette clairière et j'ai laissé la nourriture près de l'endroit où je les avais vus. Je n'avais aucune idée s'ils la prendraient. Je ne savais même pas s'ils la trouveraient ou si un autre animal y arriverait en premier. Mais je me sentais obligé d'essayer. Quelque chose dans l'intelligence des yeux de cette mère m'avait parlé, avait créé une connexion que je ne pouvais ignorer. 3 jours plus tard, je suis retourné à la clairière. La nourriture avait disparu et il y avait des traces fraîches dans la terre meuble autour de l'endroit où je l'avais laissée. Des traces qui correspondaient à celles que j'avais suivies auparavant. Alors, j'ai laissé plus de nourriture, et encore la semaine suivante, et la semaine d'après. Aujourd'hui, octobre 1972. Debout près du vieux chêne creux, je souris au souvenir de ces premiers jours où je n'avais aucune idée de ce que je commençais, où je n'aurais jamais pu imaginer où ce simple acte de laisser de la nourriture me mènerait. Cet automne 1953 avait été le début de quelque chose d'extraordinaire, une relation qui s'étendait maintenant sur près de 2 décennies, construite sur rien de plus que des offrandes régulières, une observation patiente et un respect mutuel. Au fil des ans, j'avais appris ses habitudes, ses préférences, ses routines. Elle préférait les fruits et les confitures à la viande, bien qu'elle acceptât le jambon fumé ou le bacon quand on lui en offrait. Elle semblait avoir un faible particulier pour tout ce qui était sucré. Elle était prudente et réfléchie, ne s'approchant jamais du site d'offrande quand j'étais dans les parages. Les premières années, je ne la voyais jamais lors de mes visites.
Je laissais simplement la nourriture et la trouvais disparue à mon retour. Mais avec le temps, cela a changé. J'entrevoyais des aperçus d'elle au loin, m'observant depuis les ombres. Puis elle a commencé à se montrer plus ouvertement, toujours à une distance de sécurité, toujours prête à disparaître dans la forêt au premier signe de menace. La première fois qu'elle m'a permis de la voir clairement, sans se retirer immédiatement, fut au printemps 1958, près de 5 ans après notre première rencontre. J'étais arrivé au chêne pour la trouver debout au bord de la clairière, sans se cacher, sans fuir, me regardant simplement de ses yeux intelligents et scrutateurs. Nous sommes restés là pendant peut-être 5 minutes, aucune de nous ne bougeant, aucune de nous ne détournant le regard. Puis, elle a fait un geste que j'ai interprété comme une salutation, touchant sa poitrine, puis tendant la main vers moi. J'ai rendu le geste instinctivement, touchant ma propre poitrine et tendant la main. Elle a émis une vocalisation basse, presque comme un bourdonnement de satisfaction, puis s'est fondue dans la forêt. J'ai eu l'impression que nous avions franchi un seuil invisible, établi un protocole de base de reconnaissance. À partir de ce jour, nos interactions sont devenues plus régulières, plus soutenues. En 1960, j'avais appris qu'elle n'était pas seule. Il y avait toute une communauté vivant dans ces bois profonds, peut-être une douzaine d'individus que j'avais confirmés par des traces et des observations occasionnelles. Elle semblait être la chef du groupe, celle qui prenait les décisions, celle qui déterminait ce qui était sûr et ce qui était dangereux. Les 2 jeunes que j'avais vus ce premier jour étaient devenus de jeunes adultes, et il y en avait d'autres, y compris ce qui semblait être un mâle âgé aux poils presque entièrement gris qui se déplaçait lentement et avec précaution, et une autre femelle adulte qui semblait être enceinte. Je leur ai donné des noms dans ma tête, des noms qui m'aidaient à les suivre et à me souvenir de leurs caractéristiques individuelles. La chef, je l'ai appelée Tara. Le vieux mâle, je l'ai appelé grand-père. La femelle enceinte, Espoir. Les 2 jeunes adultes de cette première observation, je les ai appelés Aurore et Crépuscule, car l'un avait une couleur plus claire et l'autre plus foncée. En 1965, mes visites du lundi et du jeudi étaient devenues une partie aussi fixe de ma routine que de prendre mon petit déjeuner ou de me brosser les dents. Robert avait depuis longtemps cessé de poser des questions sur mes voyages réguliers en montagne, acceptant mes explications vagues sur la surveillance de la forêt, l'observation de la faune, l'entretien de mes repères d'arpentage. C'était un homme bon, patient et compréhensif, même quand il ne comprenait pas entièrement ce que je faisais. Peut-être soupçonnait-il une partie de la vérité. Peut-être avait-il remarqué que je revenais toujours de ces voyages avec une lueur particulière dans les yeux, une sérénité que de simples promenades en forêt ne pouvaient expliquer. Mais s'il savait ou devinait, il ne m'a jamais pressé de questions à ce sujet. La communauté avait grandi pendant ces années. J'avais compté au moins 15 individus en 1965, y compris plusieurs nouveaux bébés. Tara avait donné naissance à un autre petit, une fille que j'ai nommée Étoile, parce qu'elle avait une tache de fourrure plus claire, distinctive sur sa poitrine. Le groupe avait établi des schémas de comportement clairs, se déplaçant à travers leur territoire selon des cycles prévisibles, s'abritant dans différents endroits selon la saison, se rassemblant à certains endroits pour ce qui semblait être des interactions sociales. Je documentais tout ce que j'observais dans un journal privé que je gardais caché dans une boîte verrouillée dans mon atelier, des pages et des pages de notes et de croquis qui enregistraient 19 ans d'observation attentive. Je n'ai jamais parlé à personne de mes recherches, n'ai jamais rien publié, n'ai jamais cherché la reconnaissance ou la validation. La relation que j'avais bâtie était trop précieuse, trop fragile, pour risquer de l'exposer au monde. J'avais vu ce qui arrivait aux gens qui prétendaient avoir rencontré ces créatures. Ils étaient ridiculisés, moqués, qualifiés de mystificateurs ou de fous. Je n'avais aucun intérêt à me soumettre à ce traitement. Et plus important encore, je n'avais aucune intention d'attirer l'attention sur cette communauté, ce qui pourrait les mettre en danger. À l'automne 1967,
quelque chose a changé dans notre relation. Je suis arrivé au Chêne Creux un lundi soir pour trouver Tara qui m'attendait, non pas au bord de la clairière comme elle le faisait parfois, mais juste à côté de l'arbre, assez près pour que j'aie pu tendre la main et la toucher. Elle tenait quelque chose dans sa main massive, et alors que je m'approchais, elle l'a tendu vers moi. C'était une petite sculpture, un morceau de bois qui avait été façonné et lissé en une forme reconnaissable. Une figurine humaine, simple mais indubitable, les bras étendus dans le geste que nous avions pris l'habitude d'utiliser comme salutation. Elle avait fait ça. Elle avait créé de l'art, une représentation de moi, et elle me l'offrait en cadeau. Je l'ai accepté avec des mains tremblantes, submergé par ce que cela signifiait. Ce n'était pas le comportement d'un animal, c'était l'action d'une personne, d'un être capable de pensée abstraite, de représentation symbolique et de dons délibérés. Merci, ai-je dit, bien que je ne sache pas si elle pouvait comprendre mes mots. Merci pour ça. Je le chérirai toujours. Elle a émis un son grave que j'avais appris à reconnaître comme du contentement ou de la satisfaction. Puis elle a touché sa poitrine et a fait une vocalisation qui ressemblait à son nom. Tara, a-t-elle dit, ou quelque chose de très proche. Elle me disait son nom. Pas le nom que je lui avais donné dans mon esprit, mais son vrai nom, celui que son propre peuple utilisait. Je l'ai répété du mieux que j'ai pu. Tara. Elle a de nouveau émis le son de contentement, puis a fait une autre vocalisation en me désignant. Elle voulait savoir mon nom. Eleanor, ai-je dit en touchant ma propre poitrine. Je m'appelle Eleanor. Elle a essayé de le répéter, produisant quelque chose qui sonnait comme Elnor, assez proche. À partir de ce jour, j'étais Elnor pour elle et son peuple. Nous avions échangé nos noms, franchi un autre seuil dans notre relation. Je n'étais plus seulement l'étrange humaine qui laissait de la nourriture. J'étais une personne avec une identité, quelqu'un qui valait la peine d'être connu. L'hiver 1967-68 fut brutal. La neige est tombée tôt et est restée tard, ensevelissant les montagnes sous des congères qui dépassaient mes fenêtres. Les températures ont chuté et sont restées bien en dessous de zéro pendant des semaines. J'ai augmenté mes visites à 3 fois par semaine, transportant de plus grandes quantités de nourriture en montagne à travers une neige qui m'arrivait parfois jusqu'à la taille. Je m'inquiétais constamment pour la communauté, pour savoir s'ils trouvaient assez à manger, si le vieux mâle que j'appelais grand-père survivrait au froid, si les bébés nés cet été-là étaient assez au chaud dans l'abri que leurs mères avaient trouvé. Un soir de janvier particulièrement glacial, je suis arrivé au Chêne Creux pour trouver Tara qui m'attendait avec tout son groupe familial. Ils étaient maigres, tous, leurs côtes visibles à travers leurs épais manteaux de fourrure. L'hiver avait été dur pour eux. J'ai déballé tout ce que j'avais apporté, 2 fois ma quantité habituelle, et j'ai regardé pendant qu'ils mangeaient avec une retenue qui m'a profondément touché. Même dans leur faim évidente, ils étaient prudents et réfléchis, s'assurant que les jeunes et les plus âgés mangent en premier, ne prenant que ce dont ils avaient besoin. Ce soir-là, Tara a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'est approchée de moi, si près que je pouvais sentir l'odeur sauvage et musquée de sa fourrure, si près que je pouvais voir les poils individuels autour de son visage bouger dans mon souffle. Elle a tendu la main lentement, me donnant toutes les chances de reculer, et a posé sa main massive sur mon épaule. Son poids était considérable, sa chaleur surprenante. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu quelque chose qui transcendait les espèces, qui transcendait les différences entre nous. La gratitude, la reconnaissance, la connexion. Les années qui ont suivi ont approfondi notre relation d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. En 1970, Tara me faisait assez confiance pour me présenter à toute la communauté. J'ai rencontré les 15 membres, appris leurs personnalités individuelles, leurs relations les uns avec les autres, leur rôle au sein du groupe. Le vieux mâle, dont le vrai nom sonnait un peu comme Konga, était en effet le patriarche,
le dépositaire de la sagesse et de l'expérience de la communauté. Il était le père de Tara, ai-je finalement réalisé, ce qui faisait d'elle la chef de la communauté par droit de naissance, ainsi que par force et intelligence. L'autre femelle adulte, celle que j'avais appelée Espoir, était la sœur de Tara, nommée quelque chose comme Kina. Elle avait maintenant 2 enfants à elle, de robustes jeunes qui apprenaient à chercher de la nourriture et à chasser sous la direction attentive de leur mère. La communauté avait une structure sociale complexe que j'ai fini par comprendre au fil des années d'observation. Tara était la chef incontestée, prenant les décisions sur les déplacements du groupe, le moment de changer de territoire, la manière de réagir aux menaces potentielles. Konga servait de conseiller, une voie d'expérience et de prudence que Tara respectait clairement. Les autres adultes avaient tous leur rôle à jouer, certains comme chasseurs, d'autres comme gardiens des jeunes, d'autres encore comme éclaireurs qui partaient en avant pour vérifier les dangers. On attendait des jeunes qu'ils apprennent et contribuent, en grandissant, assumant progressivement plus de responsabilités jusqu'à ce qu'ils soient prêts à établir leur propre place dans la communauté ou, dans le cas des mâles, à éventuellement partir pour trouver des partenaires ailleurs. C'était une société aussi complexe et organisée que n'importe quelle communauté humaine, régie par des règles et des traditions qui avaient probablement été transmises depuis d'innombrables générations. J'ai appris d'autres choses également au cours de ces années. J'ai appris qu'ils avaient une langue, pas seulement les vocalisations que j'avais entendues, mais aussi un système élaboré de gestes et d'expressions faciales qui transmettaient des significations complexes. J'ai appris qu'ils fabriquaient des outils simples comme des bâtons à fouir et des récipients de transport tressés en écorce, mais des outils néanmoins. J'ai appris qu'ils pratiquaient une sorte de médecine, utilisant certaines plantes et herbes pour traiter les blessures et les maladies. J'ai appris qu'ils enterraient leurs morts, menant quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme des cérémonies funéraires, avec des vocalisations qui ressemblaient à des lamentations et des offrandes de nourriture et d'objets placés avec le corps. Ce n'étaient pas des animaux, c'étaient des gens, différents de nous à bien des égards, mais des gens néanmoins, des êtres intelligents, émotionnels, sociaux, avec une culture, une tradition et la capacité d'aimer et de pleurer. L'automne 1971 a apporté une crise qui allait mettre à l'épreuve tout ce que j'avais construit avec Tara et sa communauté. Cela a commencé un lundi soir de début octobre. Je suis arrivé au chêne creux pour trouver Tara, qui m'attendait, mais pas de sa manière calme habituelle. Elle était agitée, faisant les 100 pas au bord de la clairière, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Des appels de détresse, ai-je réalisé. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle s'est approchée de moi avec urgence, me faisant signe de la suivre. C'était sans précédent. Durant toutes nos années d'interaction, elle ne m'avait jamais demandé de venir sur leur territoire, dans la forêt profonde où ils avaient élu domicile. La frontière avait toujours été le chêne creux, un lieu de rencontre neutre où nous pouvions interagir sans que j'empiète sur leur espace privé. Mais maintenant, elle me demandait clairement de franchir cette frontière. Quelque chose était assez grave pour qu'elle soit prête à enfreindre les règles établies. Je l'ai suivie sans hésiter. Elle m'a conduite au plus profond de la forêt, à travers un terrain que je n'avais jamais traversé malgré toutes mes années dans ces bois. Nous avons voyagé pendant peut-être 1 heure, grimpant des crêtes et descendant dans des vallons, nous frayant un chemin à travers des fourrés de rhododendrons si denses qu'ils masquaient la lumière déclinante du soir. Finalement, nous avons débouché dans une vallée cachée dont je n'avais jamais connu l'existence. Un sanctuaire entouré de falaises rocheuses sur 3 côtés et accessible uniquement par le passage étroit que nous venions d'emprunter. C'était leur foyer, leur base, le centre de leur territoire. Toute la communauté était rassemblée dans la vallée, disposée en un cercle lâche autour d'un abri naturel formé par un surplomb rocheux. L'atmosphère était lourde de tension et de chagrin.
Alors que je m'approchais, guidé par la main de Tara sur mon épaule, le cercle s'est ouvert pour me laisser passer. Et c'est là que j'ai vu ce qui avait causé une telle détresse. Kina était là, blottie au fond de l'abri, tenant un petit paquet dans ses bras. C'était son dernier né juste cet été-là, une minuscule créature que je n'avais vue que de loin lors de visites précédentes. Mais quelque chose n'allait manifestement pas. Le bébé était mou, émettant de faibles sons de détresse, et même dans la pénombre, je pouvais voir que ses mouvements étaient lents, non coordonnés. Kina a levé les yeux vers moi, des yeux pleins d'un espoir désespéré, et j'ai compris immédiatement pourquoi Tara m'avait amené ici. Ils savaient que j'étais différente d'eux. Ils savaient que j'avais accès à des choses qu'ils n'avaient pas. Ils espéraient que je pourrais aider. Je me suis approché lentement, avec précaution, ne voulant pas effrayer Kina, ni ajouter à sa détresse. Les autres membres de la communauté observaient en silence, leurs yeux suivant chacun de mes mouvements. Soit ce serait une avancée majeure, soit un désastre. Si je pouvais aider, je cimenterais ma relation avec eux d'une manière qui ne pourrait jamais être défaite. Si j'échouais ou si je faisais quelque chose qui blessait le bébé, je pourrais perdre tout ce que j'avais construit en près de 2 décennies. « Puis-je la voir ?» ai-je demandé, ne sachant pas si Kina comprendrait mes mots, mais espérant que mon ton transmettrait mes intentions. « Puis-je regarder le bébé ?» Tara a émis un son, quelque chose adressé à sa sœur. Kina a hésité, puis lentement, à contre-cœur, a tendu le bébé vers moi. Le nourrisson était minuscule, peut-être 7 kilos, couvert d'une douce fourrure emmêlée par la sueur. Ses yeux étaient mi-clos, sa respiration rapide et superficielle. Quand j'ai doucement touché son front, la chaleur qui émanait de son petit corps m'a immédiatement dit ce qui n'allait pas. « Elle a de la fièvre », ai-je dit. « Elle est malade. Je dois découvrir ce qui ne va pas. » J'ai examiné le bébé aussi soigneusement que possible, parfaitement consciente que chaque œil de la communauté m'observait. Ses oreilles semblaient propres, aucun signe d'infection. Sa gorge n'était ni enflée ni rouge. Son ventre semblait normal quand je l'ai palpé doucement. Mais quand j'ai vérifié sa bouche, je l'ai trouvée. Une petite dent sortait de sa gencive, entourée de tissus rouges et enflammés qui s'étaient clairement infectés. Une poussée dentaire. Le bébé faisait ses dents, et la gencive s'était infectée, provoquant une fièvre qui pouvait être dangereuse si elle n'était pas traitée. « Je comprends », ai-je dit, plus pour moi-même que pour quiconque. « Je sais ce qui ne va pas, mais j'ai besoin de médicaments. Je dois revenir avec des médicaments. » J'ai essayé d'expliquer à Tara en utilisant des gestes et des mots simples. J'ai fait le mouvement de partir et de revenir. J'ai montré le bébé du doigt et j'ai mimé le fait de lui donner quelque chose. Je ne savais pas à quel point elle comprenait, mais elle semblait saisir que je devais partir et revenir avec quelque chose qui pourrait aider. Elle a émis un son de reconnaissance et a fait signe à l'un des jeunes adultes de m'escorter jusqu'à la limite de leur territoire. Je ne pense pas avoir jamais conduit aussi vite que cette nuit-là, dévalant la route de montagne, mes phares fendant l'obscurité, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Le bébé avait besoin d'antibiotiques, quelque chose pour combattre l'infection. Mais je ne pouvais pas simplement entrer dans une pharmacie et demander des médicaments pour ce que j'aurais dû décrire comme un très grand nourrisson très poilu. Je devais penser à une autre approche. Robert dormait quand je suis rentré, et je ne l'ai pas réveillé. Au lieu de cela, je suis allé à la petite grange où nous gardions notre peu de bétail et j'ai trouvé ce que je cherchais. Une bouteille de pénicilline vétérinaire que je gardais sous la main pour traiter les animaux malades. Ce n'était pas idéal, mais ça fonctionnerait. J'ai calculé une dose appropriée pour le poids estimé du bébé, je l'ai mesuré dans une petite bouteille et j'ai ajouté un pot de miel pour aider à rendre le médicament plus agréable au goût. Le lendemain matin, j'ai dit à Robert que je devais retourner d'urgence en montagne, que j'avais trouvé des signes d'un animal malade qui avait besoin d'aide. Il a accepté cette explication sans poser de questions.
comme il le faisait toujours. Moins d'une heure plus tard, je remontais le sentier, mon sac lourd du médicament et de provisions supplémentaires. Tara m'attendait au chêne creux et ensemble, nous avons refait le voyage jusqu'à la vallée cachée. L'état du bébé s'était aggravé pendant la nuit. Sa fièvre était plus élevée, ses pleurs plus faibles. Kina était affolée, serrant sa fille fort contre elle, ayant manifestement peur de laisser quiconque s'approcher. Tara a dû amadouer sa sœur pendant plusieurs minutes avant que Kina ne me permette de m'approcher à nouveau. J'ai mélangé la pénicilline avec du miel, créant un mélange sucré que j'espérais que le bébé accepterait. Puis, avec Kina soutenant la tête du bébé, j'ai administré soigneusement le médicament en utilisant un bâtonnet lisse comme une cuillère primitive pour faire entrer le mélange dans la bouche du bébé. L'attente qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Je suis resté dans la vallée pendant des heures, veillant sur le nourrisson malade, vérifiant sa température au toucher, administrant des doses supplémentaires du médicament à intervalles réguliers. La communauté est restée rassemblée autour de nous, une veillée silencieuse d'espoir et d'anxiété. Konga, le vieux patriarche, est venu s'asseoir à côté de moi à un moment donné, sa présence massive étant en quelque sorte réconfortante. Il a émis un son grave que j'ai interprété comme un encouragement ou de la gratitude, et il est resté là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Le deuxième jour, la fièvre du bébé a commencé à baisser. Le troisième jour, elle tétait de nouveau, ses pleurs plus forts, ses mouvements plus énergiques. À la fin de la semaine, elle était clairement sur la voie de la guérison, sa gencive cicatrisant, sa température normale, son entrain revenant. J'avais réussi. Je l'avais sauvée. La réaction de la communauté à la guérison du bébé a été sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais vécu. Ils se sont rassemblés autour de moi, tous les 15, émettant des sons de joie et de soulagement. Plusieurs des jeunes adultes ont exécuté ce qui ne pouvait être décrit que comme une danse de célébration, sautant et tourbillonnant avec abandon. Konga s'est approché de moi et a fait le geste de salutation, puis a ajouté quelque chose de nouveau, touchant sa poitrine, puis la mienne. J'ai compris. Il reconnaissait un lien entre nous, une connexion qui allait au-delà de la simple gratitude. Kina m'a amené le bébé. Elle était en bonne santé maintenant, alerte et curieuse, tendant ses petites mains pour toucher mon visage. Kina a émis un son, un nom. Luna, a-t-elle dit, ou quelque chose de très proche. Le nom du bébé. Luna, ai-je répété. Bonjour Luna. Tu nous as fait une sacrée frayeur, petite. Kina a émis un autre son. Puis elle a fait quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux. Elle a pris ma main et l'a posée sur la poitrine de Luna, sur son cœur. Puis elle a fait le geste de salutation et a ajouté le même contact que Konga avait fait. Le contact qui signifiait lien, connexion, famille. Elle me reconnaissait comme faisant partie de la famille élargie de Luna. Elle me remerciait de la manière la plus profonde que son peuple connaissait. Les mois qui ont suivi la crise ont approfondi ma relation avec la communauté d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mes visites du lundi et du jeudi ont continué, mais maintenant, elles s'étendaient souvent jusqu'à la vallée cachée elle-même. Tara et son peuple m'avaient pleinement accepté, m'accueillant dans leur sanctuaire privé, me montrant des aspects de leur vie qu'aucun humain n'avait probablement jamais vus. J'ai observé leur routine quotidienne, leurs interactions sociales, leurs méthodes de communication et de résolution de problèmes. J'ai regardé les jeunes apprendre de leurs aînés, j'ai vu les relations complexes entre les individus. J'ai été témoin de moments de tendresse, d'humour et de conflits qui révélaient toute la gamme de la vie émotionnelle au sein de la communauté. Luna a grandi rapidement dans les mois qui ont suivi sa maladie, se transformant d'un nourrisson fragile en une bambine robuste et énergique. Elle avait un faible particulier pour moi, me cherchant toujours quand je venais, grimpant sur moi avec la confiance intrépide des très jeunes. Sa mère, Kina, observait ses interactions avec une tolérance qui suggérait une profonde confiance. J'avais sauvé la vie de sa fille.
Cela créait un lien qui transcendait les différences entre nos espèces. Robert a fini par remarquer les changements dans ma routine, les visites plus longues, les plus grandes quantités de nourriture que j'emportais en montagne. Un soir, alors que je me préparais pour mon voyage du jeudi, il a finalement posé la question qu'il retenait depuis des années. « Éléanore, dit-il, s'asseyant à la table de la cuisine avec l'expression d'un homme qui a décidé d'affronter quelque chose qu'il évitait. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut ? Tu fais ces voyages depuis près de 20 ans. Je n'ai jamais rien demandé parce que je te fais confiance, mais je pense que je mérite de connaître la vérité. » Je me suis assise en face de lui, regardant l'homme avec qui j'étais marié depuis 32 ans, le père de nos enfants maintenant adultes, mon partenaire dans tous les aspects de la vie, sauf ce secret que j'avais gardé caché. J'ai pensé à mentir, à inventer une histoire sur un projet de recherche ou un effort de conservation, mais je ne pouvais pas. Robert méritait la vérité. Et peut-être que j'étais fatigué de porter ce secret seul. Je lui ai tout raconté. La première rencontre en 1953, les années à l'essai de la nourriture, la lente construction de la confiance, Tara et son peuple, la maladie et la guérison de Luna. Tout. J'ai parlé pendant près de 2 heures, pendant qu'il écoutait sans interruption, son visage passant par des expressions d'incrédulité, d'émerveillement, d'inquiétude, et finalement quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a posé la question que je redoutais. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant ?» J'avais peur, ai-je admis. Peur que tu me croies folle, peur que tu veuilles le dire à quelqu'un, alerter les autorités, faire venir des scientifiques et des journalistes. J'avais peur de tout ce qui pourrait les mettre en danger. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Éléanore, dit-il, je suis marié avec toi depuis plus de 30 ans. Je te connais. Tu es la personne la plus rationnelle et la plus sensée que j'ai jamais rencontrée. Si tu dis que ces créatures existent, si tu dis que tu as bâti une relation avec elles depuis près de 20 ans, alors je te crois. Et je ne ferai jamais rien pour mettre cela en péril. » Le soulagement qui m'a envahi était immense. J'avais porté ce secret si longtemps, l'avais caché à la personne la plus proche de moi. Et maintenant ce fardeau était levé. Robert avait des questions, bien sûr, des centaines de questions. Et au cours des semaines suivantes, j'ai répondu à toutes. Je lui ai montré mon journal, mes notes, la petite figurine sculptée que Tara m'avait donnée. Je ne l'ai pas emmené rencontrer la communauté, pas encore. Peut-être jamais, mais j'ai tout partagé avec lui. Et avoir quelqu'un avec qui le partager, quelqu'un qui me croyait et me soutenait, a tout rendu plus facile. Le printemps 1973 a apporté des changements à la communauté que j'ai observés avec grand intérêt. Étoile, la fille de Tara, maintenant adulte, avait attiré l'attention d'un mâle extérieur au groupe. Je n'avais jamais vu cet individu auparavant, et son arrivée a provoqué une excitation considérable et une certaine tension au sein de la communauté. Les mâles du groupe ont été initialement hostiles, se livrant à des démonstrations de domination qui impliquaient des vocalisations impressionnantes et des postures physiques. Mais le nouveau venu était persistant, revenant jour après jour, apportant des cadeaux de nourriture qu'il laissait à la lisière du territoire. Tara a géré la situation avec l'habileté diplomatique à laquelle je m'attendais de sa part. Elle a permis à l'étranger de s'approcher progressivement, a supervisé les interactions entre lui et Étoile, et a arbitré les conflits qui surgissaient avec les mâles existants de la communauté. En plusieurs semaines, un nouvel équilibre a été établi. L'étranger, que j'ai fini par appeler vadrouilleur en raison de ses origines nomades, a été accepté dans le groupe. Lui et Étoile sont devenus un couple, passant de plus en plus de temps ensemble, et à l'été, il était clair qu'Étoile était enceinte de son premier enfant. La naissance a eu lieu au début de l'automne, et j'ai eu l'honneur d'y assister. Tara est venue au Chêne Creux un jeudi soir, et m'a fait comprendre par des gestes que je devais la suivre.
Dans la vallée cachée, j'ai trouvé la communauté rassemblée autour d'Étoile, qui était dans les dernières phases du travail. L'atmosphère était d'une attente tendue, avec les femelles plus âgées regroupées pour offrir soutien et conseil. Je suis restée en marge du groupe, ne voulant pas interférer mais reconnaissante d'assister à un événement aussi capital. Le bébé est né au coucher du soleil. Une femelle en bonne santé, avec la couleur de sa mère et la carrure robuste de son père. Étoile tenait son nouveau-né avec une fierté évidente, et la communauté s'est rassemblée pour offrir ses félicitations sous forme de douces caresses et de vocalisations douces. Tara a amené la nouvelle mère près de moi, et Étoile a fait le geste de présentation, me montrant sa fille comme n'importe quelle mère fière montrerait son bébé. « Oh, comment s'appelle-t-elle » ai-je demandé. Étoile a émis un son, quelque chose qui ressemblait à une combinaison de son propre nom et de celui de vadrouilleur. Un nom de famille, peut-être, indiquant la lignée du bébé. Je l'ai répété du mieux que j'ai pu, et Étoile a émis le son de contentement que j'avais appris à reconnaître comme une approbation. Elle est magnifique, ai-je dit. Félicitations. Au cours des mois suivants, j'ai regardé Étoile naviguer les défis de la nouvelle maternité avec le soutien de sa famille élargie. Kina était souvent présente, offrant des conseils et de l'aide basée sur sa propre expérience avec Luna. Même Konga, le vieux patriarche, semblait revigoré par le nouvel ajout à la communauté, passant des heures à veiller sur le bébé pendant qu'Étoile se reposait. C'était un rappel de ce que la famille pouvait signifier, de ce que la communauté pouvait accomplir lorsque les individus se soutenaient mutuellement à travers les défis de la vie. L'hiver 1973-74 fut plus doux que les années précédentes et la communauté a prospéré. Au printemps, Luna était une jeune enfant confiante et curieuse, explorant son monde avec une énergie débordante et se mettant dans le genre de pétrin qui semble attirer les jeunes de toutes les espèces. Elle avait développé un jeu qu'elle aimait jouer avec moi, se cachant derrière des arbres ou des rochers et surgissant pour me surprendre quand je passais. Ces sons joyeux, quand je faisais semblant d'avoir peur, étaient parmi les bruits les plus joyeux que j'ai jamais entendus. Un jour de fin de printemps, Luna m'a offert un cadeau. C'était une petite sculpture, beaucoup plus grossière que celle que Tara m'avait donnée des années auparavant, mais néanmoins reconnaissable. Une figurine humaine avec les bras étendus. Luna l'avait faite elle-même, ai-je réalisé, copiant la forme d'art qu'elle avait vue les adultes créer. Elle avait fait un cadeau pour moi, tout comme sa grand-mère l'avait fait. « Merci, Luna », ai-je dit, acceptant la sculpture avec une solennité appropriée. Je garderai ça pour toujours. Luna a émis un son de satisfaction, puis s'est enfuie pour trouver de nouvelles bêtises. Je suis resté là, tenant son cadeau, m'émerveillant de ce qu'il représentait. Cette créature, née d'une espèce dont les humains croyaient à peine l'existence, avait appris à créer de l'art, à faire des cadeaux, à s'engager dans le comportement symbolique qui était censé être uniquement humain. Luna était la preuve que l'intelligence, la créativité et la profondeur émotionnelle n'étaient pas limitées à notre espèce. Elle était la preuve que le monde recelait des merveilles au-delà de notre compréhension étroite. L'été 1974 a marqué 21 ans depuis ma première rencontre avec Tara. Je suis arrivé au Chêne Creux un lundi soir pour trouver un rassemblement inattendu. Toute la communauté était là, disposée en un demi-cercle lâche autour de l'arbre ancien. Konga se tenait au centre, soutenu par deux jeunes adultes, son âge pesant clairement sur lui, mais sa dignité intacte. Tara se tenait à côté de son père, et le reste de la communauté s'étalait derrière eux. C'était clairement une occasion formelle, d'une certaine sorte. Alors que je m'approchais, la communauté s'est écartée pour me laisser passer. Tara s'est avancée et a fait le geste de salutation. Puis a commencé une série de vocalisations que je ne pouvais pas comprendre, mais qui semblaient s'adresser au groupe. Quand elle a eu fini, Konga s'est avancé avec un effort évident. Il était vieux, plus vieux que tous les autres, et chaque mouvement semblait lui coûter.
Mais ses yeux brillaient d'intelligence et de détermination. Il s'est approché de moi lentement, s'arrêtant lorsque nous étions face à face. Puis il a tendu la main et a posé ses deux mains massives sur mes épaules, un geste que je n'avais jamais connu auparavant. Il a parlé, une série de sons qui se sont résolus en quelque chose qui ressemblait presque à des mots. Elnor, ami, famille. Les mots n'étaient pas clairs, pas parfaitement formés, mais ils étaient reconnaissables. En 21 ans d'interaction, c'était la fois où l'un d'eux s'était le plus approché de parler ma langue. Et il ne se contentait pas de parler. Il déclarait quelque chose, faisait une annonce officielle devant toute la communauté. Je n'étais pas seulement une amie, j'étais de la famille. Je ne savais pas quoi dire. Des larmes coulaient sur mon visage et ma gorge était trop serrée pour les mots. Alors j'ai simplement rendu le geste, posant mes mains sur ses épaules, regardant dans ses yeux anciens et hochant la tête. « Merci » ai-je finalement réussi à murmurer. « Merci de m'accepter. Merci de me faire confiance. Merci de me laisser faire partie de votre famille. » Konga a émis un son de contentement, puis s'est retourné et a lentement regagné sa place dans la communauté. Tara s'est avancée et a pris sa place devant moi. Elle a fait une série de gestes, puis a plongé la main dans une poche naturelle formée par la fourrure plus longue sur sa hanche et a retiré un objet enveloppé dans des feuilles. L'objet était une photographie, vieille, délavée, endommagée par l'eau, mais indubitable. Une photographie des années 1950 montrant un groupe d'ouvriers forestiers debout devant un chêne massif. Et là, sur le côté gauche du groupe, se trouvait une version plus jeune de moi, souriant à l'appareil photo avec un carnet de relevés à la main. Je l'ai regardé, choqué. « Où as-tu eu ça ?» Tara s'est désignée, puis a fait un geste que j'ai interprété comme « il y a longtemps » et observé. Elle avait trouvé cette photographie quelque part, peut-être envolée d'un camion, peut-être laissée dans un ancien camp d'arpentage, et elle l'avait gardée pendant des années, peut-être des décennies. Elle l'avait gardée parce qu'elle m'avait reconnu. Elle m'observait, savait qui j'étais, bien avant que je ne sache qu'elle existait. Les implications étaient vertigineuses. Notre relation n'avait pas commencé en 1953 avec ma première offrande de nourriture. Elle avait commencé plus tôt, avec elle m'observant, apprenant à me connaître, décidant que j'étais quelqu'un de confiance. Quand j'avais laissé cette première offrande de nourriture, elle savait déjà quel genre de personne j'étais. « Tu as veillé sur moi », dis-je lentement, « autant que j'ai veillé sur vous. » L'expression de Tara, si je la lisais correctement, semblait presque amusée, comme pour dire « Pensais-tu vraiment être la seule à faire attention pendant toutes ces années ?» J'ai ri, un rire sincère et surpris qui a résonné dans la clairière. Pendant tout ce temps, j'avais pensé être si prudente, si observatrice. Mais ils m'avaient étudié tout aussi attentivement, faisant leurs propres évaluations, construisant leur propre compréhension de qui j'étais et si l'on pouvait me faire confiance. « Merci », ai-je dit en prenant la photographie, « de me faire confiance, de me laisser faire partie de vos vies, pour tout. » Tara a posé sa main sur mon épaule, ce geste familier qui était devenu si significatif. Puis elle et le reste de la communauté se sont retournés et sont entrés dans la forêt. Des familles rentrant chez elles après une longue journée. Je suis resté dans la clairière pendant un long moment après leur départ, la vieille photographie entre mes mains, pensant à tout ce qui s'était passé depuis 1953. 21 ans de visites les lundis et jeudis. 21 ans d'offrandes silencieuses et de communication tacite. 21 ans à construire quelque chose qui n'avait pas de nom, pas de précédent, pas de guide. C'était simplement notre relation entre espèces, par-delà le fossé entre le connu et l'inconnu, entre la civilisation et la nature sauvage, bâtie sur rien de plus compliqué qu'une gentillesse constante, un respect mutuel et la reconnaissance que nous essayons tous simplement de survivre et de protéger ceux que nous aimions. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là,
Robert attendait sur le porche. Je lui ai montré la photographie, lui ai expliqué d'où elle venait et j'ai vu ses yeux se remplir d'émerveillement. 21 ans, dit-il doucement. Il t'observe depuis 21 ans. Probablement plus longtemps, ai-je répondu. Cette photo date d'avant que je ne commence à les nourrir. Ils m'ont choisi, Robert. Je ne les ai pas trouvés. Ils m'ont trouvé et ont décidé que je méritais leur confiance. Alors je dirais qu'ils sont d'excellents juges de caractère. Il m'a serré la main. Vas-tu continuer les visites du lundi et du jeudi? J'ai regardé les montagnes qui s'assombrissaient, la forêt qui avait été la compagne de ma vie, la nature sauvage qui recelait des secrets que la plupart des gens n'imagineraient jamais. Tant qu'ils voudront bien de moi, ai-je dit. Tant que je serai capable de faire le trajet et de marcher sur ce sentier, ils sont ma famille maintenant. Une famille étrange, inhabituelle, mais une famille néanmoins. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant le reste des années 1970 et dans les années 1980. J'ai maintenu mes visites du lundi et du jeudi. J'ai vu Luna devenir une jeune adulte forte et en bonne santé. J'ai rencontré de nouvelles générations à leur naissance. J'ai vu les saisons changer, les années passer. Congar a fini par mourir, s'éteignant paisiblement une nuit d'automne, entouré de sa famille. Tara l'a pleuré profondément, tout comme l'ensemble de la communauté. J'étais là pour la cérémonie funéraire, regardant pendant qu'ils le mettaient en terre d'une manière à la fois étrangère et profondément familière. Ils enterraient leurs morts avec amour et respect, tout comme nous. Robert m'a accompagné lors de quelques visites dans les années qui ont suivi, restant à distance, observant et s'émerveillant simplement. Il n'a jamais interagi directement avec la communauté. Cette relation est restée la mienne seule. Mais il comprenait maintenant pourquoi ces voyages comptaient tant pour moi, pourquoi ce secret avait façonné ma vie pendant tant d'années. Et la compréhension, comme c'est souvent le cas, nous a encore plus rapprochés. Le monde extérieur à la forêt a changé de façon spectaculaire au cours des décennies où j'ai entretenu ma relation avec Tara et son peuple. La technologie a progressé, la société s'est transformée, les certitudes d'une génération ont cédé la place aux incertitudes de la suivante. Mais dans cette vallée cachée au cœur de la nature sauvage des Appalaches, la vie a continué comme elle l'avait fait depuis d'innombrables générations. Des bébés sont nés. Les jeunes ont grandi, les anciens ont transmis leur sagesse et ont fini par disparaître. Le cycle a continué, aussi éternel que les montagnes elles-mêmes. Je suis une vieille femme maintenant, j'ai passé les 80 ans et la randonnée jusqu'aux chênes creux est devenue difficile pour moi. Certaines fois, Robert doit me conduire la plupart du chemin et je dois me reposer plusieurs fois sur le sentier. Mais j'y vais toujours, chaque lundi et jeudi, portant mes offrandes de nourriture, maintenant la relation que j'ai commencée il y a plus de 40 ans. Tara est vieille aussi, se déplaçant avec la lenteur réfléchie de l'âge avancé, sa fourrure brun-roux, autrefois vibrante, maintenant presque entièrement grise. Luna est elle-même grand-mère, chef de son propre groupe familial au sein de la communauté plus large. Étoile a élevé plusieurs enfants et est maintenant une aînée respectée. La communauté continue de prospérer, ses traditions intactes, son mode de vie préservé dans ce sanctuaire que j'ai aidé à protéger. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai faire ces visites. Le corps s'affaiblit même quand l'esprit reste fort. Mais j'ai pris des dispositions, des préparatifs minutieux pour le moment où je ne pourrai plus venir moi-même. Ma petite fille Sarah a été mise au courant de la vérité, a juré le secret et a accepté de continuer les offrandes quand je ne serai plus là. C'est une jeune femme de bon caractère et d'un profond respect pour la nature, et je crois qu'elle honorera la confiance que j'ai bâtie. La relation continuera, transmise à travers ma famille, tout comme le leadership de Tara a été transmis à travers la sienne. Certaines personnes passent leur vie à chercher la preuve de l'extraordinaire, des preuves que le monde contient des merveilles au-delà de notre expérience quotidienne. Ils installent des caméras, organisent des expéditions, écrivent des livres plaidant pour l'existence de créatures que la plupart des gens rejettent comme des mythes et des légendes.
Je comprends leur désir, l'envie de prouver ce que l'on sait être vrai, de partager l'émerveillement avec les autres, de valider sa propre expérience. Mais j'ai appris il y a longtemps que certaines choses sont plus importantes que la preuve. Certaines relations sont trop précieuses pour être risquées au nom de la reconnaissance ou de la validation. Je n'ai jamais raconté mon histoire publiquement, jamais cherché la gloire ou la reconnaissance pour ce dont j'ai été témoin. Ce récit, que j'écris maintenant au crépuscule de ma vie, est pour ma famille seule, un témoignage à transmettre avec la responsabilité de continuer la relation que j'ai commencée. Peut-être qu'un jour le monde sera prêt à savoir que des créatures comme Tara et son peuple existent, que l'intelligence, l'émotion et l'amour familial ne sont pas propres à l'humanité. Peut-être qu'un jour, leur existence pourra être reconnue et protégée sans les mettre en danger. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et je ne serai pas celle qui le forcera. Ce que j'ai appris en 40 ans d'amitié avec ces êtres remarquables est simple, mais profond. Les frontières que nous traçons entre l'humain et l'animal, entre la civilisation et la nature sauvage, entre nous et eux, ne sont pas aussi solides que nous l'imaginons. L'intelligence prend de nombreuses formes. L'amour transcende les espèces. La famille se définit par des liens de soins et de loyauté, non par la génétique ou l'apparence. Et parfois, si vous êtes très patient et très chanceux, on vous accorde le privilège de franchir ces frontières, de former des liens qui enrichissent votre vie de manière que vous n'auriez jamais pu anticiper. Je suis reconnaissante pour chaque visite du lundi et du jeudi, chaque offrande laissée au chêne creux, chaque moment de connexion avec Tara et son peuple. Je suis reconnaissante de la confiance qu'ils m'ont accordée, à moi, une étrangère d'un autre monde, et de la famille dont ils m'ont permis de faire partie. Je suis reconnaissante pour le don de savoir que la nature sauvage recèle des merveilles, que le monde est plus remarquable que nous ne l'imaginons, que nous ne sommes pas seuls dans notre capacité à aimer, à pleurer et à nous réjouir. Je m'appelle Eleanor Whitmore, j'ai 83 ans, et depuis 40 ans, je nourris une famille d'êtres extraordinaires que la plupart des gens croient n'exister que dans les légendes et les histoires de feu de camp. Ils sont réels. Ils sont intelligents, ils sont compatissants, et ils veillent sur ces montagnes et sur nous depuis bien plus longtemps que quiconque ne le sait. Ceci est mon histoire. Ceci est leur histoire. Ceci est notre histoire, ensemble. La dernière fois que j'ai vu Tara clairement, c'était un jeudi soir de début d'automne. Les feuilles commençaient tout juste à tourner. Des touches d'or et de cramoisie apparaissant sur les plus hautes crêtes, et l'air avait ce tranchant vif familier qui annonçait l'approche de l'hiver. J'ai gravi lentement le sentier, me reposant souvent, sentant chacun de mes 83 ans dans mes articulations douloureuses et mes poumons peinants. Le sac sur mes épaules, autrefois si facile à porter, me semblait maintenant un fardeau énorme. Mais je le portais quand même, comme je l'avais porté pendant 4 décennies, parce que certaines choses sont plus importantes que le confort physique. Elle m'attendait au chêne creux, debout à découvert sans aucune tentative de dissimulation, sa fourrure grise argentée dans la lumière déclinante. Elle était maigre, ai-je remarqué, plus maigre qu'elle ne l'avait été. Là, je l'avais rattrapée comme il m'avait rattrapé. Nous étions toutes les deux à la fin de nos voyages, elle et moi, 2 vieilles femmes qui avaient passé une vie à construire quelque chose d'extraordinaire. J'ai déballé mes offrandes et les ai disposées dans le creux comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Des choses simples, un pot de miel, quelques fruits secs, du pain frais cuit le matin même. Les offrandes n'avaient pas beaucoup changé au fil des ans, bien que les mains qui les préparaient soient devenues tachetées et tremblantes avec l'âge. Quand je me suis retourné, Tara s'était approchée. Elle se tenait assez près pour que je puisse la toucher. Sa forme massive dominant ma silhouette voûtée, ses yeux sombres rencontrant les miens, avec l'intelligence et la conscience que j'avais reconnues pour la première fois, il y a 40 ans. Aucune de nous n'a parlé.
Nous n'avions jamais eu besoin de beaucoup de mots entre nous. Elle a tendu la main et l'a posée sur mon épaule, ce geste familier de connexion. J'ai posé ma propre main sur la sienne, m'émerveillant comme toujours de la chaleur, de la solidité, de la réalité indéniable de sa présence. Nous sommes restés ainsi un long moment, deux vieilles amies se disant au revoir de la seule manière qui comptait. Puis elle a émis un son, bas et doux, et j'y ai tout entendu. La gratitude, l'amour, la compréhension, l'adieu. Merci, ai-je murmuré, pour tout. Elle s'est alors retournée et est entrée dans la forêt, disparaissant dans l'obscurité grandissante comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, je le savais, c'était différent. Cette fois-ci avait le goût d'une fin. Je suis resté au chêne creux longtemps après son départ, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait, écoutant les bruits nocturnes de la forêt que j'avais aimé toute ma vie. Puis j'ai ramassé mon sac vide et j'ai commencé la longue marche de retour vers la montagne, vers Robert qui m'attendrait avec le dîner sur la table et des questions dans les yeux, vers la vie que j'avais construite dans le monde des humains. Mais une partie de moi est restée dans cette forêt, comme elle l'avait toujours fait. Une partie de moi appartenait aux montagnes, aux arbres anciens et aux êtres remarquables qui les appelaient leur foyer. Cette partie ne partirait jamais, peu importe la distance parcourue, peu importe le nombre d'années écoulées. Cette partie était chez elle. Certaines histoires n'ont pas de fin, pas vraiment. Elles continuent simplement sous différentes formes, transmises d'une génération à l'autre, évoluant et s'adaptant, mais ne se concluant jamais vraiment. Mon histoire avec Tara et son peuple est comme ça. Elle ne se terminera pas quand je mourrai. Sarah prendra ma place, portant des offrandes en montagne, maintenant la relation que j'ai bâtie. Et peut-être qu'un jour ces enfants continueront la tradition, et leurs enfants après eux. Une chaîne de connexion s'étendant vers un avenir que je ne verrai jamais. Je ne sais pas ce que cet avenir réserve. Peut-être que le monde deviendra plus hostile à ces créatures, plus dangereux. Peut-être que le développement empiétera sur leur territoire, les forçant à se retirer dans des endroits toujours plus reculés, ou peut-être que le monde changera de manière à faciliter leur existence, à leur permettre de sortir de l'ombre et de prendre leur juste place en tant que nos voisins, nos concitoyens de cette planète remarquable. Je ne sais pas, je ne peux qu'espérer, mais quoi qu'il arrive, je sais ceci. La relation compte, la connexion compte. Le simple fait de se présenter semaine après semaine, année après année, décennie après décennie, avec des offrandes, du respect et la volonté de franchir les frontières, compte. Cela compte parce que cela prouve que des mondes différents peuvent se toucher, que la compréhension est possible, que l'amour transcende les catégories que nous créons pour nous séparer les uns des autres et du reste de la création. Je m'appelle Eleanor Whitmore. J'ai 83 ans et j'ai passé ma vie à prouver que l'extraordinaire est réel, que le monde est plus merveilleux que nous ne l'imaginons et que parfois, si vous êtes très patient et très chanceux, vous trouvez une famille dans les endroits les plus inattendus. Ceci est mon testament, ceci est mon cadeau à ceux qui viendront après moi. Puissiez-vous le porter avec sagesse et avec amour. La forêt est calme ce soir, les étoiles sont brillantes. Et quelque part là-bas, dans la nature sauvage et profonde, une famille d'êtres remarquables vaque à ses occupations, comme elle le fait depuis d'innombrables générations, comme elle le fera pour les générations à venir. Ils sont réels, ils sont beaux, et ils veillent sur nous, que nous le sachions ou non. Mes visites du lundi et du jeudi continuent, aussi longtemps que je le pourrai. Et quand je n'en serai plus capable, elles continueront à travers d'autres. La relation perdure, la connexion persiste, l'amour demeure. C'est assez, c'est tout. Je pense souvent à la nature de la preuve, à ce que signifie savoir que quelque chose est réel. Les scientifiques exigent des preuves physiques, des expériences reproductibles, des données qui peuvent être mesurées et quantifiées. Les sceptiques insistent sur les photographies, les empreintes, les échantillons biologiques. Les croyants veulent la confirmation de leurs espoirs, la validation de leur foi.
Tout le monde veut des preuves, veut la certitude, veut savoir sans l'ombre d'un doute que ce qu'il croit est vrai. Mais j'ai appris il y a longtemps que la preuve n'est pas la même chose que la vérité. Je n'ai pas de photographie de Tara à vous montrer, pas d'empreintes conservées dans du plâtre, pas d'échantillons de poils analysés en laboratoire. Je n'ai que mon témoignage, mes souvenirs, mon expérience de 40 ans de relation avec des êtres que la plupart des gens croient ne pas exister. Je ne peux pas vous prouver qu'ils sont réels, je peux seulement vous dire que je sais qu'ils le sont, aussi sûrement que je connais mon propre nom. À quoi servirait la preuve de toute façon? Si j'avais des photographies, les scientifiques diraient qu'elles sont truquées. Si j'avais des empreintes, les sceptiques soutiendraient qu'elles sont fabriquées. Le monde a vu de prétendues preuves de ces créatures pendant des décennies, et cela n'a rien changé. Les croyants continuent de croire, les sceptiques continuent de douter. La preuve n'a pas réglé la question et ne le fera probablement jamais. Mais la relation est différente de la preuve. La relation n'exige pas la validation des autres. Elle existe entre deux parties, privée et personnelle, significative pour les personnes impliquées, peu importe ce que les autres en pensent. Ma relation avec Tara ne dépend pas du fait que vous me croyiez ou non. Elle existe en soi, complète et entière, que quelqu'un la reconnaisse ou non. C'est peut-être la leçon que je veux laisser derrière moi, pour Sarah et pour quiconque lira ces mots. La vérité ne se trouve pas dans les preuves présentées aux sceptiques. La vérité se trouve dans la relation, dans la connexion, dans l'accumulation patiente de moments partagés avec un autre être. La vérité se trouve dans le fait de se présenter, semaine après semaine, année après année, avec rien à offrir que soi-même et sa volonté de prendre soin. Je me suis présenté pendant 40 ans. Et en retour, on m'a donné le cadeau de savoir quelque chose de vrai sur le monde, quelque chose de merveilleux, d'étrange et de profond. Ce cadeau ne peut être mesuré, photographié ou prouvé, mais il est réel. C'est la chose la plus réelle de ma vie. L'automne s'installe, les feuilles tombent, les nuits s'allongent et se refroidissent. Je fais mes préparatifs pour l'hiver, comme je le fais depuis 83 ans, sachant que cet hiver pourrait être mon dernier. Robert et moi, nous asseyons près du feu le soir, nous tenant la main, parlant de nos enfants et petits-enfants, nous remémorant la longue vie que nous avons partagée ensemble. Il sait ce que je sais maintenant, il comprend ce que j'ai fait toutes ces années, et il m'aime pour ça, même peut-être plus qu'il ne l'aurait fait si j'avais été une femme ordinaire menant une vie ordinaire. Sarah est venue nous rendre visite la semaine dernière. Elle est prête, je pense, prête à assumer la responsabilité que je lui laisserai. Je l'ai emmenée en montagne une dernière fois, lui montrant le sentier, lui expliquant les habitudes, partageant la sagesse accumulée de 4 décennies. Elle a écouté avec l'attention sérieuse de quelqu'un qui comprend le poids de ce qu'elle reçoit. Elle sera douée pour ça, je crois. Elle a la patience, le respect, la détermination tranquille que ce travail exige. Nous n'avons vu personne de la communauté lors de cette visite. Mais les offrandes que j'avais laissées la semaine précédente avaient disparu et des traces fraîches entouraient le chêne creux. Ils sont toujours là. Ils observent toujours. Ils accepteront Sarah le moment venu, tout comme ils m'ont accepté il y a toutes ces années. J'en suis certaine. Ce soir, j'écrirai les dernières pages de ce récit, l'histoire que je raconte depuis des semaines maintenant, mettant par écrit les expériences qui ont défini ma vie. Demain, je le scellerai dans une enveloppe, j'y inscrirai le nom de Sarah et je le placerai dans la boîte verrouillée de mon atelier où j'ai gardé mon journal toutes ces années. Elle le trouvera quand je ne serai plus là, avec le journal lui-même, la petite figurine sculptée que Tara m'a donnée, la photographie qui prouvait qu'ils m'observaient avant même que je ne sache qu'ils existaient, et la petite sculpture grossière de Luna, qui reste l'une de mes possessions les plus précieuses. Ces choses ne sont pas des preuves, ce sont des souvenirs, des mémentos, des rappels physiques d'une relation qui existe au-delà du physique. Elles aideront Sarah à comprendre ce dont elle hérite, la responsabilité qu'elle assume.
Elles la connecteront à l'histoire que j'ai bâtie, l'aideront à continuer ce que j'ai commencé. Le feu baisse. Robert s'est endormi dans son fauteuil, sa main tenant encore vaguement la mienne. Dehors, le vent murmure à travers les branches nues des arbres, transportant des effluves de neige des montagnes d'en haut. C'est une nuit paisible, une bonne nuit pour les fins et les commencements. Je pense à Tara, quelque part dans la forêt profonde, se reposant avec sa famille autour d'elle. Pense-t-elle à moi aussi, cette vieille femme qui apporte de la nourriture à son peuple depuis 40 ans? Se demande-t-elle, comme je me le demande, ce qui se passera quand l'une de nous deux aura finalement disparu? Ressent-elle le même mélange de gratitude, de chagrin et d'amour que je ressens? Cette conscience douce amère que tout ce qui est beau doit un jour prendre fin? Je choisis de croire que oui. Je choisis de croire que notre connexion transcende les différences évidentes entre nous, qu'elle ressent ce que je ressens, sait ce que je sais, aime comme j'aime. Je n'ai aucune preuve de cela. J'ai seulement la foi qui vient de 40 ans de relations, de construction patiente, de petits actes de gentillesse accumulés au fil de milliers de visites. La foi n'est pas une preuve, mais parfois, la foi suffit. Je m'appelle Eleanor Whitmore. J'ai 83 ans. Demain, je ferai ma visite du lundi au chêne creux, portant mes offrandes comme je les ai portées pendant 40 ans, marchant sur le sentier que j'ai parcouru depuis que j'étais jeune et forte et que le monde semblait plein de possibilités. Je laisserai mes cadeaux dans le creux de l'arbre ancien. Je regarderai la forêt que j'ai aimée toute ma vie et je me souviendrai. Je me souviendrai de la première fois où j'ai vu Tara, accroupie sur la carcasse de cerf avec ses enfants à ses côtés. Je me souviendrai des longues années de construction patiente, de la lente accumulation de confiance. Je me souviendrai de la maladie de Luna, la crise qui nous a rapprochés plus que jamais. Je me souviendrai de la déclaration de Kong-A, le moment où je suis devenue de la famille. Je me souviendrai et je serai reconnaissante. Reconnaissante pour le privilège de savoir quelque chose de vrai sur le monde. Reconnaissante pour la relation qui a défini ma vie, reconnaissante pour l'amour qui transcende les espèces, transcende la compréhension, transcende la preuve. Et puis, je me retournerai et je redescendrai la montagne, vers Robert, vers la vie que j'ai construite dans le monde des humains. Et jeudi prochain, je le referai, et le lundi d'après, et le jeudi d'après. Aussi longtemps que je le pourrai, je continuerai. Parce que certaines choses sont plus importantes que le repos, plus importantes que le confort, plus importantes que les limites d'un corps vieillissant. Certaines choses valent la peine qu'on se déplace pour elles, quoi qu'il arrive. Ceci est mon testament, ceci est ma vérité, ceci est mon cadeau à ceux qui viendront après. Puissiez-vous trouver votre propre forêt, puissiez-vous trouver votre propre Tara. Puissiez-vous trouver la patience et le courage de construire quelque chose d'extraordinaire par-delà les frontières qui nous divisent. Le monde est plus merveilleux que nous ne l'imaginons. Ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais.